Merci. Bonjour à tous. Je vais essayer, dans le temps qui m'est donné, depuis ma place de magistrat, donc de juge, de faire un point sur les responsabilités partagées après donc 3 journées d'intenses réflexions, discussions. Et je remercie évidemment l'EREMA et plus particulièrement Emmanuel Hirsch encore une fois de m'avoir fait cette confiance de venir aborder cette question depuis l'angle du juriste et en particulier du juge. Lors de la première université d'été, sur le thème « Choisir et décider », il m'avait déjà été demandé d'intervenir depuis cette place très particulière qui est celle du juge, puisqu'il est l'autorité vers laquelle on se tourne lorsqu'un conflit existe, conflit entre les soignants et la famille, conflit entre les soignants et la personne, conflit entre la personne malade et sa famille, lorsqu'également peuvent exister des abus, voire de la maltraitance, lorsque des faits précis, des infractions peuvent être reprochés et lorsqu'aussi peut être mise en cause la responsabilité civile ou pénale des proches, des intervenants, des professionnels, à l'occasion notamment de risques ou de mise en danger à cause d'une insuffisante protection. L'intervention du juge est donc toujours redoutée, très souvent incomprise et en tout cas très mal vécue par la personne elle-même. Et pourtant, il lui appartient depuis sa place de faire respecter les droits d'une personne considérée comme particulièrement vulnérable et fragile parce que ses facultés mentales et ou corporelles sont atteintes à des degrés divers par la maladie au point qu'elle ne peut plus décider seule et que l'expression de son consentement est rendue particulièrement difficile. Expression de son consentement pour dire oui, expression de son consentement pour dire non, avec des moments de fluctuation que vous avez tous évoqués au cours de ces 2 derniers jours. Alors le juge doit décider si la personne doit ou non être protégée juridiquement, comment elle doit être protégée, par qui, dans quel périmètre et pour quelle durée. Il doit le décider à partir d'un certain nombre d'éléments sur lesquels je reviendrai. Et il lui revient bien évidemment ce redoutable exercice qui est de protéger tout en respectant et en faisant vivre autant qu'il est possible ce qu'il reste de droit de la personne concrètement. Il a été évoqué au cours de ces 2 jours la proclamation d'un certain nombre de droits, d'obligations vis-à-vis de la personne, et en creux a été évoqué que les proclamations ne sont rien sans vérification de l'effectivité des droits, c'est-à-dire l'effectivité de la parole et de ce que peut ressentir la personne elle-même. Alors je ferai observer que pour autant, toutes ces déclarations semblent ne pas avoir les échos suffisants et la question de la protection juridique semble ne pas se poser de manière suffisamment pertinente si l'on en juge par un certain nombre d'enquêtes, et en particulier la dernière enquête nationale qui a été faite par la Fondation Médéric Alzheimer, enquête de 2013 auprès des EHPAD et des USLD. Et de ma place de juriste, je constate que pour ceux qui ont répondu, les questions qui ont été posées ont tourné autour du consentement de la personne, consentement lorsqu'elle peut l'exprimer, et très rapidement, on est venu non plus sur le consentement, mais plus véritablement sur l'assentiment. Et là encore, il faudra que nous réfléchissions à ce que veut dire le consentement, ce que veut dire l'adhésion, ce que veut dire l'acceptation ou ce que veut dire l'assentiment. Un certain nombre de questions se sont posées également dans ce questionnaire à propos des personnes qui avaient pu désigner une personne de confiance ou des personnes qui avaient pu émettre des directives anticipées et surtout à propos des personnes qui avaient été ou non mises sous un régime de protection juridique. Et j'observe que dans les EHPAD et les USLD, nous avons une proportion relativement faible de mise sous protection, 26% de tutelle pour les EHPAD, 6% de curatelle, 3% de sauvegarde de justice. On est approximativement dans les mêmes chiffres pour les USLD. Et si l'on compare ces chiffres avec les restrictions apportées à la sortie des personnes, ce qui est pourtant une atteinte directe à la liberté des personnes, eh bien le taux de réponse, en ce qui me concerne, interroge véritablement le juge que je suis. 90% des EHPAD ont répondu avoir pris des mesures de restriction de la sortie des personnes d'établissement.
dont géolocalisation par des bracelets 22%, et pour les USLD, on est à 87%. Ces questions doivent évidemment nous interroger sur ce que veut dire le consentement à ce type de mesure et ce que veut dire la restriction des libertés pour des personnes que l'on sait particulièrement fragiles. Alors je comprends bien que, évidemment, on est, pour vous comme pour moi, dans la même problématique de protéger une personne contre le risque qu'elle peut faire courir et en même temps de la respecter. Et c'est toute la difficulté, bien évidemment, que nous rencontrons. Alors, quand le diagnostic de la maladie d'Alzheimer est posé, et c'est toute la réflexion qui a été menée ces 2 derniers jours, quand les mots ont été posés sur le doute, nous avons vu que plusieurs questions font irruption. J'en retiendrai 2 séries. La première série concerne l'anticipation des conséquences et la deuxième série, ce sont toutes les questions que Fabrice Gzil en particulier a posées à partir de la notion de vérité. Et vous verrez que le juge va se poser également ces questions. Comment anticiper les conséquences ? Eh bien, on le voit pour les familles, pour les scientifiques, face à une maladie qui aujourd'hui ne peut pas être soignée, un certain nombre de réponses sont apportées. Des réponses en termes de recherche fondamentale, et on a vu toutes les questions qui se posaient autour des protocoles de recherche et du consentement qu'une personne malade peut donner à un protocole de recherche. Nous avons vu également qu'un certain nombre de questions peuvent se poser dans l'entourage de la personne à propos des questions de probabilité génétique de développer la maladie. Et nous avons vu actuellement quels pouvaient être les éléments de réponse. Et puis surtout, nous avons commencé à aborder cet après-midi la question des dispositions à mettre en place concrètement pour accompagner les soins, pour accompagner les décisions essentielles à prendre dans la vie de tous les jours, dans le cadre de vie, dans la décision du lieu de vie, dans la décision de continuer ou pas à entretenir un certain nombre de relations avec les uns et les autres, y compris les relations les plus intimes. S'y ajoute pour les juristes la question d'une possible protection juridique pour accompagner l'expression du consentement. Et le consentement pour un juriste, c'est être capable de comprendre l'information qui vous est donnée pour ensuite prendre une décision adaptée. C'est ce que l'on appelle le consentement lucide et éclairé. Et vous voyez bien que la première question qui se pose est la question du consentement lucide et éclairé dans les soins. La deuxième question qui se pose immédiatement, c'est le consentement lucide et éclairé dans les actes de la vie civile tels que la signature d'un contrat de séjour en établissement, la signature de contrats avec les aides à domicile et tous les actes pour lesquels un consentement est nécessaire. Alors, il est indispensable de se poser la question de la protection juridique. Et la protection juridique revêt 2 aspects. L'un, auquel on pense souvent, c'est la saisine du juge des tutelles pour une sauvegarde de justice, une curatelle ou une tutelle. Et l'autre, c'est le mandat de protection future. Le mandat de protection future est un outil extraordinaire que nous avons emprunté en particulier aux Québécois, qui sont bien plus avancés que nous sur cette question. Et cet outil, alors je sais que ce terme n'est pas un terme apprécié par tout le monde, mais il n'empêche que c'est un élément essentiel pour anticiper ses propres fragilités, sa propre vulnérabilité. Le mandat de protection future permet de désigner qui de ses proches, ou éventuellement, si on n'a pas de proches qui peut suffisamment prendre des décisions avec soi, désigner une association, un mandataire professionnel pour vous accompagner quand ce sera nécessaire. Encore faut-il pouvoir le faire, encore faut-il pouvoir y réfléchir ensemble. Et pour l'instant, c'est un outil qui n'est pas suffisamment réfléchi dans un contexte qui est difficile puisque les textes législatifs ne sont pas encore suffisamment sécurisés. Alors, on l'a vu, de toute façon, l'anticipation de son propre affaiblissement des facultés est extrêmement difficile parce que culturellement, nous ne sommes pas, chacun d'entre nous, encore prêt à évoquer ces questions fondamentales. Donc évidemment, quand un proche est atteint de la maladie d'Alzheimer ou quand soi-même on est atteint de la maladie d'Alzheimer, c'est encore plus difficile. Thierry Monfray lui-même a exposé que lorsque l'annonce de la maladie lui avait été faite, elle avait été extrêmement violente, qu'il avait alors, au prix d'un très grand travail sur lui-même, sans cesse recommencé, vu l'avenir en tant que possibilité restante dans l'espace que la maladie lui laissait, sans se figer, disait-il, sur ce qui n'est plus, alors qu'il n'aurait jamais pu anticiper quand tout allait bien. Et on voit bien la difficulté de cette anticipation.
Et on le voit d'autant mieux que l'anticipation est complexe lorsque les médecins vous disent qu'actuellement, il n'y a pas de soins possibles, c'est-à-dire de guérison possible. Et quand, par ailleurs, le diagnostic, ça a été dit plusieurs fois, vient heurter de plein fouet des histoires différentes, au parcours parfois chaotique, chez des personnes qui pouvaient déjà être atteintes d'autres pathologies, d'autres troubles, voire de handicap. Et il a été dit à plusieurs reprises combien il était compliqué, pour des raisons de barrière d'âge, pour des raisons d'intervention de médecins spécialistes et d'absence de prise en charge globale, de faire un certain nombre de propositions. Deuxième type de questions, et ces questions sont référencées à la notion de vérité qu'a évoquée très brillamment Fabrice Gzil lors de son exposé. Qui doit savoir? À quel moment? Avec quel contenu d'information? Et comment ensuite assumer, comment respecter? Et que doit-on annoncer? La vérité de quoi? Et on a bien entendu que ce n'était pas simplement l'annonce du diagnostic, mais c'était un processus qui amenait à expliquer ce qu'était la maladie, ou en tout cas pour ce que la personne elle-même allait en comprendre, pour ce que ses proches allaient en comprendre, pour ce que les professionnels allaient en comprendre, avec les représentations que par ailleurs ils s'en font. Vérité de quoi? Vérité à l'égard de qui? Et vérité pourquoi? Et on voit bien que, de ce point de vue, c'est véritablement un questionnement permanent qui doit être mis en place à partir de ce que l'on peut appeler une vérité scientifique, de ce qui n'est en réalité que la traduction de paramètres scientifiques dont on ne sait pas véritablement ni les causes ni les conséquences, puisqu'elles ne sont pas les mêmes pour tous. Donc attachons-nous davantage à la réalité des faits plus qu'à la notion de vérité. Et vous savez que les juristes ont des interrogations sur cette notion de vérité. Ils savent, mais différemment que les philosophes, et quand je dis ils savent, je veux dire par là qu'ils ont travaillé, ils ont conscience qu'il n'y a pas de vérité absolue, puisque nous savons que tout système normatif est nécessairement incomplet, que toutes les lois, toutes les proclamations d'intention ne peuvent pas recevoir la même signification pour tous, et que tous les textes que nous appliquons au quotidien ne sont qu'une mise en contexte en fonction des situations que nous allons avoir à décider. Nous savons aussi que la vérité judiciaire, c'est-à-dire la décision qui est rendue par les juges, aura des conséquences tout à fait différentes sur les personnes et sur leurs proches. Elle sera vécue de manière extrêmement complexe et en tout cas, elle sera toujours vécue de manière très violente. Et chaque jour dans nos cabinets, nous entendons les doléances des personnes elles-mêmes comme de leur famille, d'avoir été traînées devant un juge pour voir déclarer non pas seulement une protection, mais la perte officielle de ses capacités, et en d'autres termes, la mort civile. C'est comme ça que c'est exprimé dans nos cabinets, et c'est comme ça que les personnes ont souvent des difficultés à exprimer ce qu'elles peuvent souhaiter dans la protection que nous pouvons leur proposer. Alors, dans ce domaine particulier, qui est le mien, qui est celui de la protection des personnes adultes souffrant d'altération de leurs facultés, nous avons un certain nombre de références. Des références légales, françaises, internationales, des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Nous avons également, surtout, des éléments médicaux, des éléments psychosociaux, et au-delà de cela, nous allons procéder à un certain nombre d'auditions, c'est-à-dire que nous allons essayer, dans la mesure du possible, d'entrer en colloque singulier avec cette personne dont il nous est dit, premièrement, qu'elle n'a plus ses facultés, qu'elle souffre d'altération de ses facultés, deuxièmement, que ces altérations médicalement constatées ont des conséquences sur son aptitude à prendre des décisions. Et donc, par rapport à ces éléments de diagnostic technique, mécanique, il appartient au juge d'entendre suffisamment profondément la personne et ses proches pour qu'il rentre ensuite, à l'issue d'un processus qui l'a précédé, puisque le juge, vous le comprenez bien, intervient à un moment donné, mais sur une vie qui a déjà eu énormément d'incidents, d'accidents. On n'arrive pas chez le juge par hasard. Il appartiendra au juge de parvenir à ce qu'Hannah Arendt a appelé la pensée élargie, c'est-à-dire qu'il devra en lui-même, à partir des éléments qu'on lui donnera, à partir des dispositions légales, entrer dans une réflexion qui n'est pas purement mécanique, dans une décision dont il sait que ce n'est pas une décision une fois pour toutes, c'est une décision qui est prise à un moment donné, de dire si oui ou non il faut une protection et quel va être le cadre de cette protection
pour quelle durée. Pour terminer, puisque le rouge s'est allumé, j'indiquerai qu'au-delà de cette décision du juge, qui va signifier un certain nombre d'éléments extrêmement importants pour chacun, être sous curatelle ou être sous tutelle, ça n'est pas une décision anonyme. Au-delà, il appartiendra au juge de vérifier, de revoir la situation régulièrement pour faire respecter les droits de la personne à l'intérieur de sa protection, en particulier les droits sur le lieu de vie, je l'ai dit tout à l'heure, sur les relations personnelles, sur les projets personnels, mais aussi d'interroger chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, sur ce qu'est la protection contre les dangers que nous pouvons imaginer et donc contre la responsabilité que nous imaginons tous derrière nos actions. Pourquoi voulons-nous intervenir? Au-delà de la protection de la personne parce que nous aimons notre prochain, parce que nous avons un projet pour elle, nous avons aussi souvent et trop souvent le réflexe de nous dire « que dois-je faire pour ne pas engager ma responsabilité personnelle ?» Et de quelle responsabilité parle-t-on? Eh bien, c'est sur tous ces champs que nous avons engagé une réflexion avec les médecins, bien sûr, avec les familles, avec les services sociaux, avec les conseils généraux, avec les villes, avec les ministres, pour pouvoir essayer de faire sauter les blocages liés à l'âge, ça a été évoqué tout à l'heure, les blocages liés aux catégories, handicap, âgés, les blocages liés à la maladie, les blocages liés aux institutions. Et je dirais pour terminer que nous sommes en train de réfléchir, dans le cadre d'une commission qui se met en place sous la double présidence du ministre des Personnes âgées et de l'Autonomie et du ministre du Handicap, donc chapeauté par le ministre de la Santé et de la Solidarité et des Affaires sociales, un groupe de travail qui va s'appeler « Droit et éthique de la protection des personnes ». Parce que réfléchir à l'éthique et au droit au pluriel des personnes, cela signifie que l'on y réfléchisse tous ensemble et que nous ayons parfaitement conscience que le respect des personnes supposera de s'interroger soi-même au plus profond, mais aussi de construire des solidarités ensemble. Je vous remercie.